Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le 10 mai 2021, la France a commémoré l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. 5 jours plus tôt, elle commémorait le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. 2 commémorations à résonance diverses, mais qui posent la question de notre rapport à l'histoire notamment de l'esclavage et de la traite négrière. Mais comment comprendre les crispations autour de ce passé commun? Comment les aplanir pour un regard plus consensuel et plus juste sur notre histoire commune? 3 invités avec moi pour en parler. Claudie Sia, vous êtes journaliste, chef d'entreprise, animateur radio êtes-vous, également profondément français. Mais un homme révolté, à chaque fois qu'à l'histoire des pages sont retranchées. Pour vous, il faut tout commémorer, il faut tout dire, il faut mettre tout sur la place et produire un récit collectif qui fasse la place à tout le monde et à toutes les mémoires. On en parle beaucoup de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Claudie, à Maître Gerbert Rambaud. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Lyon, par ailleurs chroniqueur, mais aussi un homme politique, historien. Vous êtes le vice-président de Debout la France, de Nicolas Dupont, et un conseiller municipal de Vaugneray, et auteur de ce livre de La France et l'islam au fil de l'histoire, publié aux éditions du Rocher. Profondément français êtes-vous aussi, à la différence que vous pensez que la France n'a pas à s'excuser de son passé. Le faire, ce serait de l'anachronisme. Qui sommes-nous pour juger nos ancêtres? Interrogez-vous. On en parle également au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Gordien, vous êtes, vous, le président du comité marche, du CM 98, marche du 23 mai 1998. Médecin de formation, vous accordez du prix à la reconnaissance et à l'hommage aux victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Mais on en parle également au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt à 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène, où les Britanniques l'ont exilé après sa dernière défaite à Waterloo. 5 mai 2021, la France commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Emmanuel Macron, le président français, dit « Napoléon est une part de nous » et réaffirme, je le cite, sa volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qui ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Fin de citation. Claudie Sia, il n'en fallait pas plus pour déclencher votre courroux. Et vous faites une sortie médiatique extrait. Je sors d'un débat dont le thème était Napoléon Bonaparte, puisqu'en ce jour, il y a eu donc en France une commémoration, les propos du président de la République, avec lesquels je ne suis pas totalement d'accord, en tout cas sur le fait qu'on referme la porte et que l'on n'aille pas, que l'on ne soit pas capable de tout dire, puisque on sent bien qu'il y a des nœuds, qu'il y a une histoire, un pan de l'histoire qui a été longtemps occulté, caché, c'est-à-dire sur ce que fut le règne, hein, c'est bien le cas de le dire, de l'empereur Napoléon Bonaparte. Et les guerres menées ici et là pour la suprématie de la France en Europe, les guerres menées en Égypte, en Afrique du Nord, les guerres menées justement pour être le maître du monde, parce que c'est bien de cela dont il s'agissait, c'était bien le projet donc de notre Napoléon Bonaparte, célébré par certains, commémoré par d'autres, ce qui pour moi finalement revient au même, et on fait mine de ne plus se souvenir ou alors de minimiser les crimes de l'esclavage. Alors on vous dit tantôt que vous êtes un mauvais Français lorsque vous évoquez ce pan de l'histoire-là, ou tantôt vous flirteriez peut-être avec des suprémacistes ou je ne sais quelle autre connerie de ce genre. En tout cas, dans ce pays, dans mon pays, qui est la France, lorsque vous êtes noir,
et que vous voulez légitimement faire entendre la voix de l'universel, dire à quel point des épisodes de l'histoire non enseignés qui expliquent le racisme et les discriminations aujourd'hui méritent d'être mis sur la place publique, discutés sur la place publique afin d'apaiser les colères, d'apaiser les mémoires et de regarder tous et toutes dans le même sens pour l'avenir de la France. Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien, vous êtes, sans jeu de mots facile, vous êtes blacklisté dans ce pays. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Au moment où nous essayons de juste dire, il ne faut pas réécrire l'histoire. L'histoire, ce sont des faits qu'il faut analyser. Lorsque des responsables politiques sont capables de vous dire, vous ne pouvez pas analyser le fait esclavagiste lorsque Napoléon rétablit l'esclavage avec un regard d'aujourd'hui, mais comment est-ce que l'on peut dire ça? Comment est-ce que l'on peut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a un temps où l'esclavage, la domination d'un être humain sur un autre est acceptable parce qu'il n'y a pas de loi, et aujourd'hui parce qu'il y a des lois, donc il faudrait qu'il y ait en tout cas une autre considération et un autre regard, mais moi je ne l'accepte pas. De 1794 à 1802, à Saint-Domingue, comme à la Guadeloupe, les esclaves étaient libres. Là, je parle de la zone Caraïbe. Ils étaient libres. Première abolition, 1794. Et la Martinique, les colons martiniquais se sont mis sous la protection des Anglais pour ne pas avoir à abolir l'esclavage. Lorsqu'en 1802, Napoléon, avec la complicité de Joséphine de Beauharnais, lorsqu'il décide de rétablir l'esclavage, il a des mots extrêmement durs. Je voudrais vous lire ce que Napoléon dit. Je suis pour les Blancs car je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison et celle-ci est la bonne. Comment peut-on accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune culture? Napoléon était non seulement raciste, mais il était également inculte. Lorsque le premier corps expéditionnaire de Leclerc arrive en Haïti, en octobre 1802, pour rétablir l'esclavage, ce sont des crimes perpétrés. Napoléon avait dit « Je ne veux pas qu'on laisse vivants des femmes et des hommes, des collines, des montagnes, des personnes éduquées. Ne laissez que des enfants de plus de 12 ans pour pouvoir les remettre évidemment en esclavage. Il y a eu des massacres horribles. Des femmes et des hommes étaient emmenés au large, jetés. Il y avait tellement de corps que les poissons ne mangeaient que de la chair humaine et que les corps venaient sur les côtes d'Haïti. Et que même les soldats de l'armée de Leclerc puis de Rochambeau après se plaignaient de ça. Et il y avait d'autres modes de torture puisque certains me reprochent d'avoir comparé Hitler à Napoléon. Il y avait ce que l'on appelle l'étouffoir. Ils mettaient dans les cales de bateaux des femmes, des hommes, de jeunes hommes, très jeunes hommes. Ils mettaient du gaz de soufre et ils les enfermaient pour les asphyxier, comme dans les chambres à gaz du temps d'Hitler. Maître Rambo, on va dans une approche à la fois pédagogique et historique, vous êtes historien, aborder les différents points évoqués dans l'extrait de Claudicia que nous venons de suivre. Alors c'est vrai que j'aurais voulu réagir quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que cette vidéo-là, c'est une vidéo d'émotion au sortir d'une émission sur une chaîne de télé. Aucun souci. Vous aurez le temps de réagir, bien entendu, par rapport à ça. Une chose que Claudicia a dite dans cet extrait, il dit il ne faut pas réécrire l'histoire. Mais nous n'allons pas non plus à l'histoire ajouter des pages. Vous êtes historien. Y a-t-il des éléments évoqués dans cet extrait que vous ne saviez pas ou qui sont faux pour l'historien que vous êtes? Alors, il n'y a pas d'éléments faux à ma connaissance. Et je pense qu'effectivement, on peut être d'accord sur l'idée de dire qu'il faut tout dire. Et là-dessus, en histoire, il faut tout dire. On ne va pas cacher des pans de l'histoire. Après, il faut toujours remettre dans un contexte.
C'est toujours difficile, effectivement, de juger 2 siècles après ce qui a pu se passer. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre intervention, c'est que vous évoquez effectivement, notamment, les bateaux, les noyades, etc. Ce qui est évidemment l'abomination. Mais est-ce que vous savez que les mêmes méthodes ont été utilisées quelques années auparavant pour des Français de métropole? C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française... Blanc. Des Blancs, évidemment, pour des Blancs, quand il y a eu la Révolution française, une série de prêtres qui ont été condamnés parce qu'on n'avait plus le droit d'être prêtre ont été mis dans des pontons, qui étaient des bateaux de négriers à l'époque, qui ont été mis effectivement au large de La Rochelle. Et on a fait mourir de la même manière, effectivement, des Blancs qui sont morts, effectivement, noyés. Il y a eu les mariages républicains, entre guillemets, à Nantes, où on a noyé les jeunes qui étaient opposés, effectivement, au pouvoir en place, voire on est même allé jusqu'à, je dirais, imaginer de mettre nus un homme, une femme, de les attacher et de les jeter dans Nantes, dans le fleuve. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ces abominations qui sont faites, elles sont intéressantes à étudier par rapport à un environnement, par rapport à un contexte général. C'est-à-dire que pour Napoléon, ou en tout cas ses amis qui étaient au pouvoir quelques années auparavant, ils ont fait la même chose sur des Blancs. Donc ce n'est pas, si vous voulez, une attitude entre guillemets. Alors après, les propos que vous citez de Napoléon, effectivement, sont clairement racistes, ça c'est clair et net. Mais il faut bien comprendre aussi, et c'est pour ça que l'histoire doit toujours être remise dans son contexte, parce qu'on va utiliser exactement les mêmes méthodes. Ils ont imaginé les chambres à gaz aussi à l'époque pour les contre-révolutionnaires, pour les Vendéens. Enfin, Oui, bien sûr. Vous voyez, Les Chouans, les Chouans, pour tout ça. Moi, je suis lyonnais. À Lyon, ça a été des massacres. Les canuts, oui, et puis au moment également des canuts aussi. Enfin, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est encore autre chose. C'est autre chose. Mais au moment effectivement où Fouché est arrivé, on a eu des massacres qui se sont faits. Moi, j'ai des ancêtres qui ont été massacrés, qui ont été tués. Ils n'avaient rien fait sauf que donc d'être ce lyonnais. n'était pas Voilà. systémique, ce n'était pas Oui, spécialement orienté contre les Noirs. Enfin, dites-vous. Alors, enfin, comparaison en n'est pas Guadeloupe, toujours- oui, ça va être effectivement. Parce que là, on est on parle de déshumanisation. C'est effectivement On parle de déportation. contre des Noirs. Mais il faut savoir que malheureusement, à cette époque-là, et c'est pour ça que c'est toujours très difficile de juger l'histoire à notre propre regard actuel, parce qu'évidemment, nous, on trouve ça abominable, ce qui s'est passé, mais ça a été fait aussi entre Blancs, si vous voulez. C'est ça qui est fou. C'est que la Révolution, et Napoléon est un homme de la Révolution, c'est un héritier de la Révolution française. Et effectivement, il a continué les méthodes qui avaient été mises en place par des grands révolutionnaires, par Robespierre, Marat, etc. Y a-t-il des choses que vous aviez dites dans cet extrait que vous vouliez retrancher? Non. Simplement, c'est pour ça que je rappelais que c'était un moment d'émotion. Et que là, nous sommes là dans un autre débat où nous allons poser les choses. Dire que... Alors, je voudrais juste réagir à ce que vous disiez en disant des Blancs ont perpétré aussi des crimes atroces contre d'autres Blancs. À la limite, là n'est pas la question, puisque partout sur la planète, des êtres humains ont commis contre leurs semblables des choses atroces, partout à travers le monde. En Afrique, les peuples autochtones des Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb puis des conquistadors espagnols, je veux dire, ils sacrifiaient des femmes et des enfants, ils massacraient leurs ennemis, ils mangeaient leurs ennemis. Enfin bon, donc on n'est pas là, on est dans un système qui est instauré par l'Europe, par les nations européennes, les nations les plus puissantes en tout cas de cette zone-là, et qui décide de déshumaniser, de déporter avec la complicité de l'Église, de déshumaniser, de déporter. C'est lorsqu'on ne va pas reprendre l'épisode de Las Casas, mais qui lui est effaré de voir que le traitement que l'on réserve aux peuples autochtones qu'on appelle toujours par erreur amérindiens. Moi, j'aimerais bien qu'on change les mots, qu'on arrête de les appeler amérindiens, parce que Christophe Colomb s'est trompé, ce ne sont pas des Indiens, et aujourd'hui on dit amérindiens, donc la faute est double. Voilà, ils ne sont pas amérindiens, ils sont apaches, ils sont comanches, ils sont hurons, ils sont ce que vous voulez, mais ils sont aztèques, ils sont mayas. Et donc, le crime est là. Le crime est dans la déshumanisation, dans la déportation. Emmanuel Gordien et moi sommes issus d'un peuple, le peuple guadeloupéen, qui, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas de Guadeloupéens noirs. Nous appartenons à un peuple, et je pense qu'ici nous sommes les seuls, nous appartenons à un peuple né dans les fers de l'esclavage. Et jusqu'à 1848, nos ancêtres, Emmanuel en parlera bien mieux que moi, exactement, et il en parlera bien mieux que moi, et cher Emmanuel, nos ancêtres n'avaient pas de nom. Ils avaient des sobriquets, ils avaient des matricules sur des registres, et il a fallu attendre l'abolition et les agents coloniaux pour donner des noms. Et souvent, les noms étaient des moqueries envers les libres, les enfants libres. C'est pour ça qu'il y a des noms chez nous, par exemple, 3 balles. On se souvient de ce sportif très célèbre, puisque l'équipe de France avait gagné, je sais pas, le record du monde, enfin bref, 3 balles. Zizi, en retard.
et des noms, et je vous en passe, où les gens se moquaient, juste. On Qui est dans la déshumanisation. Effectivement. Et c'est pas la même chose. Et puis je voudrais juste pour terminer, dire que cette histoire-là, c'est une histoire évidemment commune. Oui. Et qu'aujourd'hui, pourquoi lorsque l'on dit, vous disiez très, et je peux entendre, hein, c'est du passé, on ne peut pas juger le passé à l'aune d'aujourd'hui. La raison qui fait que l'on convoque et que cette histoire-là, vous savez, lorsqu'une plaie n'est pas soignée, oui. elle est toujours douloureuse. Et cette plaie, l'histoire doit être soignée. Et pourquoi est-ce qu'on convoque l'histoire ? On convoque l'histoire parce que le présent social, le présent est jonché d'inégalités de traitement, de racisme, de discrimination, de ségrégation. Et donc, et les jeunes, et aujourd'hui bien plus que notre génération, convoquent ce passé-là pour comprendre le présent. Et nous, peut-être plus posés, on se dit, quel modèle de société souhaitons-nous pour demain ? Monsieur Emmanuel Gordien, tout est parti de la commémoration, je l'ai dit, du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. C'est ça qui a indigné, effectivement, Claudicia. Quel est pour vous l'enjeu de cette reconnaissance particulière à laquelle fait allusion et référence Claudicia? Dites-nous, quelles sont les ressources psychologiques de ce combat chez vous? Alors, en fait, il y a un point important déjà signalé que cette traite négrière, cette esclavage a duré longtemps. Hein, des siècles. Des siècles. Donc, ce n'est pas des phénomènes isolés, c'est un phénomène systémique. Et comme l'a si bien dit... La durée en elle-même est une différence en soi. Ah bah oui, c'est quand même un élément essentiel. Et c'était une organisation précise d'État. Ce n'était pas un commerçant qui disait « je vais faire mon petit commerce ». Non, c'était organisé, réglementé. C'était pas conjoncturel. Il y avait des demandes précises de l'État. Ça a participé du développement de l'État, du développement du pays, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, Claudie l'a dit, il y a un point majeur, hein, c'est que voilà un groupe, des groupes humains qui sont nés dans un crime contre l'humanité. J'ai envie qu'on médite, mais tous ceux qui ont subi la traite négrière et l'esclavage colonial. On parle de celui-là, bon, il y en a plein d'autres esclavages, bien sûr, mais on parle de celui qui nous concerne, qu'on connaît. Et voilà un crime, donc, duquel vont naître des sociétés. Alors, pour tout vous dire, quand Napoléon Bonaparte envoie les troupes de Richepense pour rétablir l'esclavage à la Guadeloupe, il y a près de 10% de la population qui est éliminée, physiquement. Les historiens disent entre 6 et 10%. Il faut que vous sachiez que c'était un carnage. Nous avons des lieux où ils ont été exécutés sommairement, ils ont été rependus dans un autre lieu jusqu'à putréfaction. Et vous pensez que le récit actuel de ces faits ne prend pas en compte la gravité? Leur gravité, c'est ça? Ce que je vais expliquer, c'est que quand Napoléon Bonaparte ordonne au général Richepense de faire ce travail-là, ce sinistre travail, et qu'après, il rétablit manu militari l'esclavage dans ces colonies, et y compris la traite. J'en parle d'autant mieux que mes aïeux à moi, c'est à ce moment-là qu'ils ont été traités et qu'on les a amenés, celui qu'on a nommé Gordien à l'abolition, c'est à ce moment-là qu'il a été ramené, il a subi la traite négrière. Donc je veux dire par là que cette question-là, on ne peut pas d'une seule phrase dire, eh bien oui, il a rétabli l'esclavage, point. C'est pas possible, il faut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas une question de contexte pour vous. Pour vous, il faut aller au-delà. Mais alors, Maître va nous expliquer, et vous êtes historien, il y a quelque chose qui est évident, Maître Rambaud, c'est que il y a des crispations autour de l'histoire commune, comme Claudicia l'a dit. Vous aviez cité dans une analyse, n'est-ce pas, du moins dans votre réponse à la question « faut-il s'excuser ou pas » par rapport à ce passé commun, Montalembert, pour juger, il dit, je le cite, « pour juger du passé, il aurait fallu y vivre, et pour le condamner, il faudrait ne rien lui devoir. » Vous insistez beaucoup, et c'est très intéressant que vous nous expliquiez, mais j'aurais pu vous dire, Maître Rambaud, ce que disait Georges Pompidou, le président français en 1969 à Ajaccio. Il dit, à la commémoration du bicentenaire de la naissance de Napoléon, « Il n'est pas de nom plus glorieux que celui de Napoléon. Parti de rien, démuni de tout, il a tout obtenu. » Vous partagez toujours cette glorification du personnage. Napoléon est un personnage, comme beaucoup, qui a ses zones de lumière et ses zones d'ombre. Et tout individu va avoir cette catégorie-là. Et c'est là la grande difficulté, si vous voulez, sur Napoléon. C'est-à-dire qu'on peut effectivement voir Napoléon
comme celui qui a mené le sang dans toute l'Europe, parce que c'est quelqu'un qui avait une ambition démesurée. Alors non pas d'être le maître du monde, mais de reconstruire l'Empire romain. En fait, on est en Europe depuis 2000 ans en train de vouloir reconstituer toujours l'Empire romain, qui est le grand mythe, si je peux dire, de l'Europe. Bon. Et lui, comme d'autres, est parti dans ce délire, finalement, parce que ça a coûté cher. Mais à côté de ça, c'est un homme qui a mis fin à la Révolution, qui était quand même une période, je dirais, atroce à ce moment-là, et qui a essayé de réconcilier les Français. Et je trouve que le mot réconciliation est important, je pense, dans notre débat aussi, parce que Napoléon a cherché à réconcilier les Français d'Ancien Régime, les nouveaux entre guillemets, Français politiques engagés, etc., pour ne faire plus qu'une catégorie de Français. Et je pense qu'aussi, et c'est là où un débat comme le nôtre est intéressant, c'est que est-ce qu'il faut qu'on travaille aussi à rassembler tous les Français, ou est-ce qu'il faut qu'on aille toujours montrer les problèmes qu'il peut y avoir? Si on cherche les problèmes, on a 1000 excuses pour effectivement s'entretuer, je dirais, en France, parce que l'histoire française a été compliquée. Et Napoléon est quelqu'un qui va reconstituer finalement ce pays et va être, et c'est là où on peut l'admirer en tant qu'individu, sur certains points bien évidemment, c'est qu'il a cette capacité à pousser les hommes, à manager les hommes, on pourrait dire actuellement, et à organiser. C'est un administrateur, un organisateur hors pair. Après, c'est quelqu'un, c'est pas du tout moi, mon idole. Mais vous pensez que ça peut choquer? Mais oui. Ça peut choquer parce que si on fasse abstraction, je dis, qu'on ait ce regard aussi débonnaire. Mais si vous voulez, moi je suis issu... L'autre face de Napoléon. Je suis, si vous voulez, issu de familles lyonnaises qui ont été massacrées à la Révolution. Donc, si vous voulez, je pourrais me dire, c'est inacceptable et ressasser en permanence ce qui s'est passé. Et malgré tout, mes ancêtres de l'époque, je pense, auraient rugi s'ils m'entendaient dire ça maintenant. Napoléon a fait d'autres choses qui ont été des choses positives pour la France. Et c'est là où la difficulté de juger d'un homme politique, c'est très compliqué, parce que tous les hommes politiques ont cette double casquette. En revanche, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder et dire ce que ces hommes ont fait dans leur zone d'ombre aussi. Oui. Parce que ça fait partie de l'histoire aussi. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut rassembler. Aujourd'hui, il faut trouver les points qui rassemblent et transcender les divisions, mais ce n'est pas aussi simple. On en parle après une courte pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à un thème intéressant, la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Mais quelle résonance a cette commémoration pour les Afro-descendants et pour les Français de façon globale? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Graziella Chaponté. Il y a 20 ans, le 10 mai 2001, était adoptée en France la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Depuis, le mois de mai est devenu celui des mémoires, mais sur le continent africain, seul le Sénégal a suivi le pas. Comment l'expliquer? Décryptage. Il faut que l'histoire soit dite. La criminalisation et la commémoration de l'esclavage sont une occasion de dresser les digues contre l'oubli de cette barbarie qui a concerné des millions d'Africains et d'enclencher un processus de réparation tant politique que mémoriel. Pourtant, les dirigeants africains semblent totalement imperméables à ce devoir de mémoire. À ce jour, seul le Sénégal s'est engagé dans cette voie en adoptant en 2010 une loi qui reconnaît la traite des Noirs comme crime contre l'humanité, un engagement dans les textes, mais pas toujours dans les faits. Le Sénégal a voté cette loi en 2010. C'était le 50e anniversaire de son indépendance. Ensuite, l'ancien président Abdoulaye Wade voulait faire passer son monument de la Renaissance africaine. Pour autant, l'État sénégalais est quasiment absent de cette commémoration. Macky Sall ne semble pas véritablement être intéressé par ces questions mémorielles. Un manque d'implication politique, comme si cette tragédie était extérieure au continent. Pourtant, un changement de regard peut soulever le voile et ça, les sociétés civiles africaines l'ont compris.
La ville de Dakar accueille quelques initiatives associatives réunissant établissements scolaires, universitaires et activistes. Au Bénin, la ville de Ouidah commémore régulièrement son douloureux passé en étant notamment hôte du projet de la route des esclaves de l'UNESCO. Une restauration de ces monuments comme le fort portugais où ont été rassemblés avant d'être embarqués plus d'1 million d'esclaves a également été engagée. Enfin, le pays a décidé d'accueillir le Musée international de la mémoire et de l'esclavage et de créer une réplique d'un bateau négrier dans sa marina, de quoi entrecroiser les fils de la mémoire et de l'histoire. C'était un génocide qui avait été commis contre 2 hommes à cause de leur race noire. Il faut donc que les jeunes d'aujourd'hui le sachent pour, premièrement, que ceux qui sont les auteurs de la traite soient reconnus comme auteurs et qu'ils soient appelés à réparer, qu'ils soient condamnés et qu'ils réparent. D'autre part, il faut que cette réalité soit enseignée. Un travail immense reste donc à faire pour sortir l'histoire de l'esclavage de son confinement public et académique. Et cela commence par l'appropriation et l'intégration de ce passé douloureux qui, outre-Atlantique, suscite beaucoup d'intérêt, dont les récits panafricains et les actions nationales, car c'est à nous de faire notre mémoire. Emmanuel Gordien, vous êtes le président du comité marche du 23 mai 1998. Et cette marche qui, on va dire, a été l'élément déclencheur. Dites le Big Bang si vous voulez, la question mémorielle de l'esclavage en France. Voilà, c'est ça, de la loi dite Taubira qui a reconnu, quelques années plus tard, l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'était important pour vous, une telle loi. Quelle résonance, quelle importance a pour vous la loi Taubira de 2021, de 2001, pardon, sûr, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité? Bien sûr. Alors, le premier élément quand même à prendre en compte, il faut être très clair sur les notions. La traite négrière, c'est une chose qui correspond effectivement à la déportation massive de captifs du continent africain vers divers territoires dans le monde. L'océan Indien, la Caraïbe, les Amériques. Et le deuxième fait, c'est la mise en esclavage de ces individus. La France reconnaît que les deux sont des crimes contre l'humanité. Je crois que c'est très important de ne pas réduire la question de l'esclavage. Cette reconnaissance était importante pour vous. Nous avons mené, quand M. Jospin, en 1998, voulait commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, le mot d'ordre était tous nés en 1848. Évidemment, moi, descendant d'esclaves, je ne peux pas accepter ce mot d'ordre-là. Et c'est pour ça que nous avons conçu, un petit groupe que nous étions, et nous avons proposé à l'ensemble de la communauté des descendants d'esclaves et autres, nous avons proposé qu'il y ait une marche silencieuse pour penser à ces parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Ça, c'est un point majeur. 40 000 personnes ont manifesté ce jour-là et ça aboutit à cette de la République à la Nation, et plus de 10 000 signatures ont été obtenues, esclavage, crime contre l'humanité. Dès lors, il est beaucoup plus simple, effectivement, pour l'organisation politique de mener, effectivement, ce combat-là. Et c'est ce qu'a fait donc le groupe socialiste et Mme Taubira, qui était donc le rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale. Et donc ça, je crois que c'est très important. Quand la France dit que l'esclavage et la traite sont des crimes contre l'humanité, il convient de dire, dans un crime contre l'humanité, mais il faut honorer d'abord et avant tout les victimes de ce crime. Or, c'est une dimension qui manque cruellement à cette commémoration. Donc, pour vous, c'était une étape qui devrait laisser place à une autre étape. Je crois que ce qui est majeur dans les commémorations, quand on les propose, c'est de permettre de faire une éducation de la population du présent sur ce qui s'est passé. Et comprendre les ressorts de tout cela et les conséquences que ça a sur le présent. On ne peut pas corriger le passé. On a la chance d'avoir un juriste avec nous. Mais on peut corriger le présent. Avocat. Même si vous n'êtes pas pénaliste, vous avez la culture juridique qui vous permet de nous dire avec pédagogie et comment comprendre le rapport que la France a à ce passé une fois, maître, qu'on a reconnu un crime. Ça a des conséquences. Alors, je pense que dans ce débat, il faut qu'on mette les choses un peu à leur place, si je peux dire. Il est évident que la mémoire est importante. La mémoire fait partie, je dirais, d'une éducation
Je vais vous citer une phrase de Foch, tout simplement, qui dit « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » On connaît bien informé. Voilà. Donc c'est important de faire cet effort mémoriel pour les différents problèmes qui ont pu se passer effectivement en France. Et de dire, par exemple, que la traite négrière ou toutes les autres traites, parce que pour moi, j'aurais tendance à dire que toute personne qui a été victime de la traite, c'est une abomination. Dire que c'est une abomination contre l'humanité, oui. Là-dessus, je suis, j'irai à 100% et je suis. On est d'accord avec la qualification de l'infraction contre l'humanité. Après, le problème juridique qui est posé, c'est le crime contre l'humanité, qui, lui, a un cadre juridique très précis. C'est une notion qui est apparue pour juger tous les crimes de la Shoah. Avec effectivement, à ce moment-là, voilà, et puis les années suivantes, on s'est retrouvé confronté peut-être à des prescriptions avec des personnes qui avaient été des nazis dans des camps, qui avaient fait les pires abominations, qui risquaient de ne plus pouvoir être jugés parce que la prescription arrivait et qu'on donc on se retrouvait avec des personnes qui auraient pu, ne jamais assumer les actes qu'ils avaient faits. Et c'est là où cette notion juridique du crime contre l'humanité a été mise en place pour pouvoir dire que ces crimes sont imprescriptibles, de manière à pouvoir aller chercher tous ceux qui étaient là se cacher en Amérique du Sud ou je ne sais où, ou qui, sous fausse identité, continuaient à vivre en Allemagne. Et cette notion avait été faite dans le cadre précis. Après, le problème quand on dit un crime contre l'humanité au niveau juridique, c'est que c'est un débat que j'avais eu avec Maître Jakubowicz sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, où s'arrêter ? Parce que l'Arménie, il y a un crime contre l'humanité aussi qui a été fait. Génocide contre, carrément, en voilà, 1905. un génocide, donc c'est un crime contre l'humanité en 1917, je crois que je sais exactement la date. La Vendée, c'est pareil, 2 siècles avant. Enfin, 1915. voilà, et on a 1915. tous, je dirais, malheureusement, il y a des exemples comme cela partout. Donc la question, si c'est pour dire ce qui a été fait est abominable, oui, évidemment, là-dessus, personne ne reviendra dessus. Vous aurez été député en 2001, vous n'aurez J'aurais pas voté la vous n'aurez notion de jamais voté crime cette contre loi. l'humanité, si vous voulez, à cause des conséquences, ou alors j'aurais précisé peut-être, mais ça voudrait dire qu'on fait une autre notion de crime contre l'humanité, qui serait des crimes, parce que rechercher une responsabilité 100, 200, 300, 400, 500 ans, qu'est-ce qu'on va faire par exemple sur tous les Marseillais ou les Corses qui ont été déportés en esclavage à Alger en 1700-1750, ou à ce jeune marin vendéen Humbert qu'on a retrouvé esclave au Sénégal au XVIIe siècle. Chez les Noirs d'ailleurs, vous voyez. Donc c'est là le problème. Pour vous, ça devient une sorte d'engrenage dans lequel il ne faut pas s'engager. S'arrêter. Que l'on vienne le dénoncer, oui. Qu'on dise c'est une abomination, oui. Mais juridiquement, où va-t-on aller après? C'est ça le problème. Maître, et avant que je ne passe la parole à Claudice, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est le paradoxe français. Il y a une espèce de paradoxe ou de contradiction et même d'incohérence entre l'acte législatif que prend l'élu du peuple français et les discours des hommes politiques. On va prendre les exemples les plus récents. Emmanuel Macron, avant de devenir président, en 2017, dit à Algérie, la colonisation était crime contre l'humanité. Il est français. Il deviendra, quelques semaines plus tard, le président de la République française. La même France, par la voix de ses députés, vote en 2005 une loi reconnaissant en son article 4 le rôle positif de la colonisation. On ne comprend pas. Expliquez-nous quelle est cette difficulté qu'a ce grand pays qui se prévaut de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de tomber dans cette incohérence et cette contradiction. Alors, je ne pourrais pas malheureusement... Qu'est-ce qu'il y a de positif dans un crime? On peut tous répondre à la question, parce qu'on est tous français là. C'est une vraie bonne question. C'est une très bonne question, on peut tous répondre. On a malheureusement, si vous voulez, des députés qui n'ont pas forcément une bonne formation juridique, déjà, première chose. Et après, on a des députés qui agissent souvent sous l'effet de l'instant, si je peux dire, sous l'émotion. Et quand on sait que le Code civil a été rédigé après, je crois, à peu près 7 années de travail, et que pendant 150 ans, on n'a rien modifié du Code civil, on avait pris le temps de réfléchir avant de faire le Code civil. Et maintenant, on a des lois qui sont votées sous l'émotion, en permanence, et qui ne sont plus, j'irais, reliées à l'ensemble du corpus législatif français.
Et c'est un vrai problème. Moi, en tant qu'avocat, je suis choqué, si vous voulez, par nombre de lois. Là, vous donnez des exemples. En ce moment, mais c'est ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Doit-on retenir que vous n'auriez jamais dû voter cette loi si vous aviez été député? Ah bah, j'aurais mis un cadre bien clair, si vous voulez. J'aurais dit, effectivement, au niveau de l'abomination qui en est, celle-là, il faut qu'on la commémore, il faut qu'on dise que c'est une abomination pour justement que ça ne se renouvelle pas et que les générations futures aient conscience de cela. Mais j'aurais pas pris cette qualificatif juridique, si vous voulez. Alors, puisqu'on a parlé, l'idée étant d'avancer, c'est ça, de réconcilier, d'apaiser, de comprendre. C'est surtout ça, comprendre, parce que nous sommes là pour celles et ceux qui nous regardent, pour comprendre cette histoire-là et comprendre les nœuds dont vous parlez très justement. La France est un modèle à part. On compare souvent la France à l'Angleterre, la façon dont elle a mené tout ça. On compare souvent la France aux États-Unis. Et je crois qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi je dis que la France est un modèle à part? Oui, effectivement, elle a perpétré le crime de l'esclavage, oui, de la domination et de la colonisation, oui, très bien. La France aujourd'hui est le pays au monde, le pays, ancienne puissance esclavagiste et colonialiste, qui a l'arsenal mémoriel le plus important sur la question de l'esclavage. Donc on peut considérer que c'est une avancée, vous disiez très justement tout à l'heure, vous n'auriez-vous peut-être pas qualifié cela de cette façon-là, sauf que les mentalités évoluent et que la population, les différentes populations, font parfois évoluer ou poussent le législateur à faire ce qu'il n'aurait probablement pas fait. Je dis qu'aujourd'hui, notre pays, la diversité de sa population, c'est la somme de son histoire. Et en cela, lorsqu'on accepte ça, lorsqu'on accepte cette idée-là, eh bien on peut commencer à se dire, bon, il va falloir donc parler de toutes les mémoires. Moi, on vient de commémorer Napoléon Bonaparte. C'est ça. Pour moi, je ne voudrais pas parler à la place de mon grand frère Emmanuel Gordien, mais pour moi, Napoléon Bonaparte, c'est Hitler. Lorsque j'en parle avec mes amis de confession juive, ils sont entièrement d'accord avec moi. Ils disent, je comprends ce que tu dis, parce que pour nous, Hitler, il a beau avoir fait les autoroutes, avoir remis l'Allemagne, industriellement parlant, en branle, c'est pour nous, c'est l'abomination Hitler. Pour moi, Napoléon, c'est l'abomination. Mais dans le même temps, je suis français. J'appartiens à un pays où nous avons des visions différentes de certains grands personnages de notre pays. Et moi, je ne vois pas d'objection à ce que certains commémorent Napoléon Bonaparte. Je ne fais pas partie de ces gens qui refusent la commémoration de Napoléon Bonaparte. Oui. Et je trouve en voulant faire nation, comme je dis, en parlant de cohésion nationale, eh bien, d'accord, vous commémorez, j'entends, moi je ne commémore pas. Et dans le même temps, vous devez également entendre que le 10 mai, qui est une date républicaine, que le 23 mai, qui est une date républicaine, nationale, commémoration nationale, enfin, Emmanuel en parlera plus, que ces dates-là, vous devez également les accepter. Et puis, il y a une date dans l'histoire que l'on oublie, puisque nous targuons d'être des républicains, c'est le 27 avril. Le 27 avril 1848, c'est le décret sous le gouvernement provisoire de Lamartine, Deuxième République, enfin on ne va pas refaire toute l'histoire. Et il y a cette date-là, elle est républicaine, elle doit être inscrite dans les livres d'histoire. On doit aussi la prendre. Alors après on peut parler de déboulonnage. Et puis je voudrais juste te dire, parce qu'on a vu un reportage sur l'Afrique quand même, je voudrais juste te dire, tout le monde sait que depuis 20 ans, plus de 20 ans, je me bats pour que l'Afrique dans ses instances continentales, et pas le Sénégal, parce qu'il y a eu Senghor à la tête du pays et que Senghor a côtoyé Césaire et Gontran Damas et ceux-ci pouvant expliquer cela. Pas uniquement le Bénin, mais qu'il y ait l'Afrique, c'est le continent où le culte des ancêtres, vous le savez du mieux que nous, où le culte des ancêtres est vivace. Comment se fait-il que les seuls ancêtres dont on n'honore pas la mémoire sont ces millions d'Africains déportés et qu'on oublie? Mais la raison est simple. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité... Je parlais de vivace. L'esclavage est encore vivace sur le continent. Il y a encore, là, quelques heures, des anti-esclavagistes au sein du peuple soninké se sont fait molester, frapper jusqu'au sang par des gens qui souhaitent que le système de caste au sein des soninké perdure. Et donc, l'esclavage. On voit en Mauritanie et on voit ailleurs. On voit même dans bien d'autres pays. Ça doit être dénoncé, effectivement. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On reviendra. Et tout à l'heure, évoquer la question, la difficile question des réparations, puisque on a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais ça, ce sera après une courte pause. À tout de suite.
Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont toujours avec moi. Maître Gerbert Rambaud, auteur de La France et l'Islam au fil de l'histoire, 15 siècles de relations tumultueuses, publié aux éditions du Rocher. On reviendra sur ce livre dans le cadre d'autres émissions, puisque vous abordez ici des problématiques aussi intéressantes que celles qui nous rassemblent autour de cette table. Emmanuel Gordien du CM98, merci à vous d'être resté avec moi. Claudie Sia, vous également, journaliste êtes-vous. Alors, comment aborder la question de la réparation de l'esclavage et de la traite négrière? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en disent Daniel Dalin du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer et Serge Romanan du CM98. Normalement, si on avait suivi la loi qui reconnaît l'esclavage, crime contre l'humanité, loi votée par les deux assemblées à l'unanimité, dont on se plaît à nous faire remarquer, on remarquera qu'il manque un volet, celui des réparations. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on apprend, et on apprend avec un peu de stupeur, que les colons ont touché des sous ont touché, je crois, un nombre de milliards suffisamment élevé pour se débarrasser de leurs biens meubles, nos aïeux, on comprendra bien qu'il faille lutter pour des réparations. Alors, moi, personnellement, en tant que président du CREFOM, je ne suis pas pour ce qu'on pourrait considérer comme des réparations en termes d'argent, puisque qui tu vas réparer, à quel titre, quelles sont les personnes, ça serait compliqué. D'abord, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut réparer? Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui les hommes ont des difficultés à être pères chez nous? Est-ce que c'est donc la matrifocalité antillaise? Est-ce que c'est le problème d'estime de soi? Est-ce que c'est le fait que nous sommes en errance identitaire, non affiliés à nos aïeux? Si c'est ça, est-ce que on demande de l'argent pour ça? Enfin bref, c'est tellement compliqué, que je pense que c'est une très mauvaise chose de donner un point de vue à l'emporte-pièce. C'est très, très, très mauvais. Ce qui se passe pour moi, là, actuellement, on globalise tout, on met tout ensemble, on relie ça à la question du développement de l'Afrique, et on ne se pose pas, à mon avis, la question majeure est quel rapport de force? L'autre jour, j'étais dans un débat avec Luc Renet, qui souhaitait en fait non seulement que la France octroie l'indépendance, mais également permette à nos pays de se développer. En général, ce sont les vainqueurs qui imposent aux vaincus des réparations. Je ne vois pas quel rapport de force que l'on a pour que ce genre de choses puisse se faire. Maître Rambaud, votre point de vue est clair. On l'a compris. Non seulement vous n'auriez pas voté la loi reconnaissant le rôle positif de la colonisation, mais vous n'auriez pas voté non plus la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ce n'est pas aux lois de faire l'histoire, c'est aux historiens de la faire. Et moi, je n'aime pas quand effectivement les politiques se mêlent de l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, c'est une instrumentalisation de l'histoire. On a vu où ça menait, on sait comment des régimes ont instrumentalisé l'histoire. Donc laissons les historiens parler, échanger très clairement sur ce qui s'est passé. Et là, on peut tout se dire normalement. Mais vous êtes légaliste, vous êtes républicain. La représentation nationale a voté une loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le crime est constitué et reconnu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment abordez-vous la question de la réparation? C'est la vraie question. Oui. Quand on fait une loi, il faut toujours se poser la question de l'application de la loi. C'est ça. Si on ne prévoit pas de conséquences dans cette loi, quel est l'intérêt, hormis faire une déclaration de principe? Et c'est bien de faire des déclarations de principe. Mais on a énormément de lois qui ne peuvent pas s'appliquer. Donc là, effectivement, on a encore une incohérence qui a été faite. Mais j'aurais tendance à dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme conséquence de cette loi si on prévoyait une réparation? Parce que là, on partait dans quelque chose d'insoluble. Donc, effectivement, comme ça a été dit dans le reportage, la plus grande, je dirais, des récompenses, pas récompenses, mais des réparations, c'est effectivement de dénoncer ce qui s'est passé et que ça soit quelque chose de clair et net pour tout le monde. Mais après, je ne vois pas comment on va pas refaire. Et Emmanuel Gordien, on l'a entendu dans l'élément qui est passé, les ravages psychologiques du crime. Et moi, j'ai envie de vous demander,
Comment répare-t-on cela? Alors, c'est vraiment la question qui est essentielle et qui n'est jamais abordée. S'il y a des victimes d'un crime, quels sont les préjudices? On dit qu'il y a un crime contre l'humanité, quels sont les préjudices contre l'humain? Cette question-là n'a jamais été abordée. Et je veux pour preuve, tout à l'heure, notre ami Claudie Siard disait que la France a le régime le plus avancé. La France a effectivement 2 dates pour commémorer l'esclavage. Une pour commémorer les abolitionnistes, grosso modo, et l'abolition de l'esclavage, donc les républicains, et l'autre pour honorer les victimes. Je constate que la France n'a jamais organisé cette cérémonie nationale pour les victimes de l'esclavage. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ces victimes-là sont des Français. Ça a créé toute une série de troubles particuliers. Et mon association, quand elle a commencé à aborder cette question, elle s'est rendue compte de la douleur, de la honte que cette histoire générait. La honte chez vous? Chez les gens qui l'ont subi, absolument. Oui. Qui va dire « je suis fier de ton esclave ». Nous le disons désormais. Oui. Pourquoi nous le disons? Il y a un problème identitaire. Nous avons compris que nous sommes des descendants, des survivants d'un crime. Et ça, c'est la question majeure. Mais nos gens en souffrent parce que nous étions des hommes de 2e catégorie. Et quand je vois, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui dans mon pays en 2021, il y a une fondation qui est censée gérer ces questions de commémoration. Oui. Elle a fait des propositions pour le 10 mai, qui est la date pour commémorer l'abolition et les abolitionnistes. Elle n'a fait aucune proposition pour le 23 mai. Aucune. Il n'y a rien. Si on vous demande, tout à l'heure vous avez présenté l'émission, vous avez dit que la France a une date pour commémorer l'esclavage, vous avez parlé du 10 mai. Savez-vous que le 23 mai est une date nationale depuis 2017 ? Et ça, c'est une question importante. Et je pense que la question des victimes de l'esclavage, c'est une question abordée là, qui est sous le sens de qu'attendez-vous, enfants de la République? Qu'attendez-vous de la République? Alors nous, vous savez, il y a longtemps, depuis 20 ans, je me suis rendu compte qu'il faut que je m'occupe de mes affaires, entre guillemets. C'est-à-dire que nous sommes retournés sur nous. Nous avons fait en sorte... Une résignation, vous êtes résigné? Pas du tout, mais je vous explique. Nous sommes rendus compte que si nous ne nous occupions pas de nos aïeux, personne ne s'occupera d'eux. C'est pour ça que nous avons tous recherché. On leur a donné des noms à l'abolition. Plusieurs types de noms. 5% étaient des noms péjoratifs. Mais c'est grâce à ces noms-là qu'on les a retrouvés. Et enfin, nous savons précisément, avec les noms, qu'ils soient péjoratifs ou pas, quels sont ceux d'entre nous qui ont vécu ce crime, et nous portons leur nom aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est une question majeure. Une question de réparation symbolique majeure. Et d'ailleurs, nous avons proposé à M. Hollande, puis à M. Macron, qui l'ont accepté. M. Macron a même pris un engagement écrit qu'il faudrait que dans ce pays, il y ait un mémorial avec tous ces noms gravés. 200 000 noms. D'ailleurs, un appel d'offres comme le mémorial acte à... Non, je dis un mémorial physique à Paris, au Jardin des Tuileries. La proposition et l'engagement a été pris par l'État français. Ça a été stoppé parce que, voilà, des esprits chagrins ont dit que peut-être qu'il ne faut pas de nom de nègre aux Tuileries. Je suppose, parce que je ne comprends pas pourquoi le président prend une décision, un appel d'offres est lancé, des crédits sont lancés, 70 personnes ont candidaté, et les 5 qu'on choisit comme par hasard n'ont pas tenu compte de cette disposition essentielle de l'annexe de mettre les noms. Et ça, vous voyez, c'est un mépris à l'histoire. C'est un mépris à, justement, ce crime. Quand on veut faire nation ensemble, il faut qu'on mette sur la table les choses qui permettent de faire nation ensemble. Il faut qu'on comprenne les mécanismes et les ressorts de tout ce qui se passe. Et donc, ce que je voulais dire in fine, c'est que nous avons décidé, en tant que citoyens français, descendants d'esclaves, de prendre en main cette question, de prendre en main notre bâton de pèlerin et de mener le combat jusqu'à ce que nos élites comprennent la question qui est posée, jusqu'à ce que nos gouvernements mettent les actes en face des déclarations. Claudie Siard, vous ne faites certainement pas partie de ceux qui pensent que la réparation doit être pécuniaire. Ah, évidemment que non. Ce serait... nous serions indignes d'avoir un tel comportement et de réclamer de l'argent pour... des crimes pour un travail de force. Mais le crime ne se répare pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire que l'esclavage est un passé très présent. Les résidus nocifs de l'esclavage, on les retrouve, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans toutes les formes de discrimination et de relégation. Regardez par exemple, puisque nous sommes 2 Guadeloupéens là, mais on pourrait parler pour la Guyane, pour la Martinique et pour la Réunion, depuis le 19 mars 1946, nos territoires sont des départements français. Et Césaire, malgré beaucoup de réticences et Vergès, ont accepté l'idée face à l'extrême pauvreté de nos régions.
Césaire le regrettera plus tard, dans les années 60, et d'ailleurs on lui parlait de loi d'assimilation, et lui refusait, et c'est lui qui trouve ce mot de départementalisation. C'est pour dire à quel point il voulait que ce soit des Français comme les autres. Je vous donne juste un exemple. Il a fallu attendre 1975 pour qu'il y ait, pour les originaires d'outre-mer de ces territoires-là, pour qu'il y ait des allocations familiales. 1946, 1975. Et donc, on comprend bien qu'il y a les problématiques sont des problématiques d'imaginaire. C'est comment est-ce que l'on pense l'autre? Est-ce que l'autre est la République comme nous? Ou est-ce qu'il est, pour reprendre des mots à la mode, est-ce qu'il est la diversité? Est-ce qu'il est issu de l'immigration? Est-ce qu'il est... ultramarin? Ultramarin, enfin, toutes sortes de mots inventés pour ne pas dire qui sont ces gens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un modèle précis. La France a un modèle particulier. Et si on accepte notre histoire, il n'y a pas de repentance lorsqu'on dit oui, repentance. Et puis, alors, à la limite, pourquoi pas? Oui. Mais sur ce plateau, ici, il n'y a pas d'esclavagistes et il n'y a pas d'esclaves. Oui, Mais cette histoire-là, c'est notre histoire commune. c'est ça. Donc, est-ce qu'on continue à entretenir les nœuds qui nous gênent, qui nous empêchent de vivre et de nous regarder normalement, ou est-ce qu'on se dit, écoutez, cette histoire-là, c'est un passé, il faut qu'on l'analyse, il faut qu'on comprenne, il faut surtout qu'on se dise comment on va utiliser toutes les forces de ce pays-là pour gagner, pour que la France gagne à travers le monde. C'est ça. Les indemnisations, je voudrais revenir parce qu'on a parlé de l'indemnisation des maîtres. Et beaucoup aujourd'hui de jeunes disent, et on a entendu, alors moi je suis un des vice-présidents du CREFOM, Oui. donc j'ai entendu mon président parler justement de l'indemnisation des maîtres. Et moi je dis toujours aux gens, remettez-vous dans le contexte. Ah, Schellcher a en face de lui des colons très bien organisés et qui vous disent « Ok, vous voulez ça, mais nous on veut de l'argent. Parce que notre outil, là, est en train de... » La morale, évidemment, c'est une rançon, c'est un kidnapping, et là c'est une rançon qui vous est demandée. Et normalement, certains pourraient se dire « Ah ben non, on ne paye pas, on n'a pas à payer ces gens-là. » Mais que fallait-il faire? Dire « On ne paye pas » Ou est-ce que l'objectif c'est de libérer des êtres humains des fers de l'esclavage? Et lorsqu'on me dit comme oui, ça qu'il faut comprendre, et lorsque effectivement. certains me disent il fallait pas payer, moi je dis il fallait payer. On paye des salauds, mais il fallait les payer. Si c'est ça le prix de la liberté, L'objectif, c'était véritablement. Et puis lorsque j'aurais juste terminé sur les déboulonnages des jeunes, on a vu ça en Martinique beaucoup, en Guadeloupe également, et ça a donné lieu à des déboulonnages un petit peu partout en Europe et dans le monde, aux États-Unis même. Lorsque les jeunes déboulonnent, alors lorsqu'ils ont déboulonné Schellcher, mais moi je ne vais pas jeter la pierre à ces jeunes-là. Parce que je sais pourquoi ils ont déboulonné. Même si je pense que ce n'était pas Schellcher qu'il fallait déboulonner. Mais pourquoi est-ce qu'ils déboulonnent? Parce qu'ils voient bien leur quotidien. Ils voient bien la condition sociale. Et ils savent très bien que la condition sociale, elle tient à cette histoire de l'esclavage colonial. Elle tient au racisme. Et que certains parlent de racisme d'État. Moi, je ne parle pas de racisme d'État, je parle d'individus qui ont un problème dans leur imaginaire et la façon dont ils pensent la France. Et si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus de couleur de peau ni de religion pour être français, et si vous acceptez l'idée, vous commencez à vous dire qu'il y a certains problèmes qui peuvent être réglés parce qu'on est dans le respect mutuel. Merci, Claudicia. Merci, Maître Gerbert Rambaud. Vous êtes, comme par hasard, le vice-président d'un grand parti, Debout la République. Là, la République est interpellée par ses enfants à plus de considération, plus d'égalité, à plus de devoir, de mémoire. Vous êtes un homme politique. Que répondez-vous à l'exhortation de Claudicia? Césaire disait que la France ruse avec les principes républicains. Il ne faut pas. Et parfois avec certains gouvernants, c'est le cas. Oui, mais l'histoire a souvent fait ça. Je vous donne le dernier mot. Je vous laisse le dernier mot. Je vais juste vous parler d'une mosaïque qui est dans une église de Rome, qui est une mosaïque qui est dans l'église, alors j'entends le nom de Saint Thomas in Formis. Elle est de 1210, cette mosaïque. Et cette mosaïque, elle montre quoi? Elle montre un ordre qu'ils ont appelé les Trinitaires, qui allait libérer les esclaves, qui allait acheter la liberté de ces esclaves. Ça a existé. Ça existait. Et on voit cette mosaïque qui est donc du XIIIe siècle, 2 esclaves libérés, un blanc et un noir. Voilà. Eh oui, il n'y a pas de couleur pour être raciste. Merci, maître. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon et de Paris, historien, chroniqueur, auteur de La France et l'islamophile de l'histoire, 15 siècles de relations tumultueuses. Merci, maître, d'avoir accepté de participer à cet échange. Emmanuel Gordien, merci. Juste un appel, c'est que si l'État ne commémore pas le 23 mai, nous le commémorons. Et nous avons créé des monuments avec les noms des esclaves et nous appelons tous ceux qui sont épris de justice, de liberté
d'aller les fleurir ce 23 mai. Merci d'avoir participé à cette heure. Claude Sia, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, ma grande préoccupation reste l'avenir de ce pays. Merci. C'est ça la grande préoccupation. Merci d'avoir participé à cette heure. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.